par contre, hein, ça va être un peu délicat parce que c'est pas mon ordinateur, donc on part dans un monde inconnu. Normalement, on teste ces démos avant, donc cette démo n'a pas été testée sur cette machine. Mais à part ça, ça devrait très bien se passer. Donc désolé pour ce petit retard indépendant de notre volonté. Hop, hop. On m'entend encore là. Alors, on ne peut pas vraiment dire que c'est de l'impro, ça, parce qu'on n'a pas improvisé non plus. Alors j'aimerais bien avoir une souris quand même. Alors, ouais. Peut-on éteindre la lampe? Ça, c'est une vraie question. C'est pas sûr. Ben voilà, fantastique. Hop là. En plus, il a ses fenêtres dans tous les sens. Bon, j'aime les challenges. Ok, alors, donc je vous ai déjà présenté pourquoi on était là. Donc je rentre directement dans le vif du sujet. Alors oui, c'est embêtant cette lumière qui nous éclaire, mais vraiment, c'est pas possible de l'éteindre. Ouais. En IoT. En fait, il faut envoyer une ligne de commande en URL. Ça va être l'objectif d'une de mes démos. Donc, pourquoi on fait du .NET Core? Alors, et là, j'en suis à .NET Core. Avant de rentrer dans ASP.NET Core, j'ai envie de dire parce qu'il y a eu Node.js. Donc, grosso modo, merci. Ça y est, on a tout ce qu'il faut. Donc, on a vraiment un monde merveilleux avec .NET. Je ne vous retracerai pas tout l'historique, mais finalement, ça s'est avéré pas complètement adapté aux besoins d'aujourd'hui, parce que .NET, ça tourne sur Windows, et puis c'est devenu un petit peu gros et lourdingue. C'est pratique, mais pour lancer une application .NET, il y a des petits délais. Puis, ceux qui ont déjà fait du web avec ASP.NET Webform ou ASP.NET MVC se sont rendus compte que voilà, il y a un petit temps de démarrage, un petit temps d'accès aux pages la première fois. Alors, on peut expliquer ça aux clients, en lui disant qu'après, s'optimiser, etc. N'empêche que quand on cherche de la montée en charge, c'est-à-dire on est un gros fournisseur et on expose une API, on a besoin que 10 000 utilisateurs puissent se connecter sur quelques secondes, et ben on a besoin de réactivité. Donc il faut quelque chose de léger. Et donc pendant que .NET faisait sa sauce, il y a JavaScript qui faisait sa sauce de son autre côté et tout le monde rigolait en disant JavaScript, jamais ça fera des trucs performants. Et en fait, Node.js est arrivé, qui permet de faire tourner du JavaScript dans côté serveur en fait. Et surtout, il est arrivé en disant nous on est ultra performant, on a des temps de réponse très faibles et on peut bien gérer la montée en charge, c'est-à-dire être tout à fait adapté à produire du contenu qu'on va servir sur le web. Donc branle-bas de combat et .NET s'est adapté. Enfin, je pense que c'est une des raisons fondamentales. Et Microsoft nous a sorti .NET Core. Et on se retrouve donc avec une dualité aujourd'hui. Quand je crée une application, est-ce que je choisis .NET 4.6, qui évolue encore, .NET, ou est-ce que je choisis .NET Core? Et là, Microsoft nous dit .NET 4.6, vous l'utilisez si vous avez déjà des applications en .NET. Ne migrez pas vos applications .NET traditionnelles en .NET Core juste parce que c'est le nouveau truc. Raison principale, c'est qu'il manque beaucoup de choses dans .NET Core par rapport à .NET. Donc vous allez galérer pour porter une application existante. Par contre, si vous créez une nouvelle application et que vous avez besoin qu'elle soit au hasard multiplateforme, voire performante, réfléchissez à .NET Core. Donc .NET Core, c'est à privilégier pour nos nouvelles applications et ça apporte ce gros avantage d'être multiplateforme, là où .NET c'est limité à Windows et puis avec quelques artefacts à Linux. .NET Core, c'est nativement supporté sur Windows, Linux, macOS et Docker qui était Linux et aujourd'hui Windows, c'est-à-dire que ça nous permet de faire le fameux DevOps d'aujourd'hui, donc on livre nos applications dans des petits conteneurs légers qu'on va déployer. Donc ça c'est un autre sujet, Docker, mais bref, si vous faites du .NET Core, vous pouvez tourner dans des conteneurs Docker et par exemple faire des microservices, une des nouvelles modes du développement web. Donc léger, cross-platform, et derrière on peut en plus invoquer du .NET normal avec le fameux .NET standard. Et par-dessus .NET Core, on met ASP.NET Core quand on veut faire du web. Alors le web, c'est quoi aujourd'hui? C'est
plusieurs technologies. On a besoin d'avoir des sources de données, donc côté back-office, on va avoir un serveur de données, par exemple SQL Server, par exemple des appels d'API, du NoSQL avec MongoDB par exemple, et on va taper dans ces données et exposer quelque chose en HTTP. C'est ce qu'on appelle le back-end. Et c'est là qu'on va trouver des moteurs qui sont capables d'exposer des choses en HTTP. Quand vous prenez votre navigateur et que vous tapez http google.fr, microsoft.com, vous tombez sur un serveur de ce style-là, back-end, qui va vous répondre, prendre vos requêtes HTTP. Vous retournez du HTML a priori, mais on peut aussi retourner du JSON, du XML, auquel cas ça vient des services. On a besoin de moteur pour ça, et donc le moteur qui permet de produire ce contenu HTTP basé sur du .NET Core, c'est ASP.NET Core. C'est équivalent à Node.js, à Ruby on Rails, à PHP, pourquoi pas. Et ensuite, les technologies web, les demandes web évoluant, on a besoin d'applications, quand on est face à des êtres humains, on a besoin d'applications très interactives. Donc leur produire tout le HTML côté serveur, c'était bien il y a 10 ans, mais aujourd'hui on ne le fait plus. Et donc aujourd'hui, on part sur une mode d'application qu'on appelle SPA, Single Page Application, où en gros on fournit une page HTML, mais dans laquelle il y a beaucoup de JavaScript et de HTML et de CSS qui sont chargés à la volée, ou qui sont déjà préchargés en mémoire. Et au début, on faisait ça à la main, c'était très compliqué. On a rajouté un framework qui permettait de faire ça plus simplement, jQuery, mais qui, par rapport aux besoins des applications SPA d'aujourd'hui, est complètement dépassé. Et donc, on a des frameworks plus haut niveau qui permettent de faire simplement des applications très interactives. On sort du sujet de cette conférence, mais donc c'est Angular, React, Vue, Knockout. Et là, vous avez la conférence suivante, par exemple, sur faire du Angular. Et encore une après sur React. Donc tout ça, en fait, ça va se baser sur ASP.NET Core ou Node.js ou autre, qui va exposer les API pour ces applications front-end. Donc c'est le sujet de cette session. ASP.NET Core, on produit soit des Web API pour du front-end, soit du HTML directement, et il n'y a pas besoin de front-end plus avancé que ça. On est directement le front-end. Voilà, donc côté back-end, on crée un serveur HTTP. Un serveur HTTP, c'est extrêmement bête. C'est un truc qui écoute sur un port. Par défaut, le port 80, c'est vite de taper le numéro du port après, qui prend une requête entrante, qui fait quelque chose, et qui va retourner une réponse, donc soit du JSON ou du XML pour une Web API, soit du HTML et du CSS et des choses comme ça pour un être humain. Et donc, c'est ça qu'on va chercher à faire avec ASP.NET Core. Alors, on peut le faire très simplement. ASP.NET Core, ça peut tenir en quelques lignes de code, en écrivant, c'est un programme, méthode main, et en lui disant, tu vas me créer un serveur HTTP. Ça, c'est la version de .NET Core 2.0. En 1.0, c'était un poil plus compliqué. Ils ont simplifié en 2.0. Mais donc, en gros, on lui dit, voilà, tu vas me créer un serveur HTTP et tu vas l'exécuter. Et pour sa configuration, tu vas utiliser une classe qui s'appelle Startup. Et donc, on code une classe Startup à côté. Ça, c'est la version minimaliste de la classe Startup, où on va lui mettre une méthode configure qui lui dit ce qu'il doit faire concrètement quand il a une méthode HTTP entrante. Et dans les utilitaires qui nous sont livrés, il y en a un, c'est Use Welcome Page. Si je fais ça, j'exécute mon appli. Quand un utilisateur arrive, il a une jolie page qui dit, voilà, c'est un serveur ASP.NET Core. Maintenant, le développeur doit bosser. Donc, bosser, ça consiste à prendre une requête entrante et y répondre quelque chose. Voici une version très minimale aussi, et on appelle ça ASP.NET Core Middleware. Là, vous êtes brut de fonderie, il y a la requête qui arrive, et il faut y répondre. Et on vous donne la requête. Donc, dans notre classe startup, dans notre configure, on va appeler app.run pour créer un middleware, et on lui donne une fonction, une méthode, qui va prendre en paramètre le contexte HTTP, et qui va retourner, qui va travailler dessus, ou écrire dans la réponse, ou la passer éventuellement à un autre middleware. Donc ça, c'est vraiment la version bare metal, on dit directement à faire le boulot de manière extrêmement comme un console.writeline en fait. On simplifie un peu en écrivant pas une méthode à part, donc là j'utilise une méthode anonyme, et puis histoire d'être performant, on utilise une méthode asynchrone pour pas bloquer, parce que c'est justement une des forces de Node.js. Depuis le début, il a dit, nous on fait de la programmation asynchrone, et c'est ça qui lui permet de monter en charge et de traiter plein de requêtes simultanément. Donc même si on a du code bloquant dans ce middleware, c'est pas grave, parce que puisque c'est une méthode asynchrone, le serveur ASP.NET Core va pouvoir traiter plein d'autres requêtes simultanément. Mais c'est très bien le middleware, mais c'est comme le console.writeline. Si on doit écrire toute une application avec, ça va être très laborieux. Donc nos milliers de lignes de code qu'on va écrire, ce serait bien de les organiser de manière un petit peu améliorée.
Et c'est pour ça que dans ASP.NET Core, on a un middleware déjà tout prêt qui s'appelle MVC et qui organise le code d'une certaine manière. Donc, a priori, on va partir là-dessus pour un développement qui va faire plus de 20 lignes. Si vous faites un microservice, comme c'est très à la mode, rester en mode middleware, ça peut être suffisant si vous avez 100 lignes de code à écrire. Mais si vous commencez à en faire plus, que vous avez du HTML à produire et que vous avez beaucoup de lignes de code, alors une architecture correcte serait intéressante. C'est là qu'on utilise MVC. Pareil, ça s'utilise très simplement, ça se configure très simplement. On va juste dans notre configure de tout à l'heure lui dire use MVC et on a une méthode configure services dont je vais parler un petit peu après qui gère l'injection de dépendances qu'on est obligé d'utiliser ici puisque MVC derrière va faire de l'injection de dépendances. Donc on doit lui dire ok, on ajoute aussi MVC à l'injecteur de dépendance. Mais je ne vous ai pas encore expliqué ce que c'est que l'injecteur de dépendance, même si vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, voir que vous en faites. Alors, pour comprendre ASP.NET MVC, donc, il ajoute une structuration à notre code MVC pour pouvoir répondre aux requêtes HTTP entrantes. C'est quoi cette structuration? C'est une notion de modèle view controller. Je vais revenir dessus. Pourquoi il fait ça? Pour permettre d'organiser notre code, mais aussi pour permettre de le rendre testable. Et donc, pas détestable, genre super jeu de mots qui vient de m'arriver à l'esprit, mais quand vous faites une application et qu'il y a des bugs, déjà vos utilisateurs ne sont pas satisfaits, mais surtout, on va vous rappeler un an plus tard pour corriger les bugs. Si on peut éviter ça, c'est mieux, et la meilleure manière d'éviter ça aujourd'hui, à part faire de la preuve formelle que le programme fonctionne, mais ça c'est réservé aux mathématiciens, c'est d'écrire des tests automatisés. Dernière chose aussi, avec cette architecture, on sait quel code est placé où, donc quand on travaille en équipe, ça permet de répartir le travail. Et enfin, quand on revient dans notre code ou dans le code de quelqu'un d'autre, on sait où trouver les choses. Pour résumer MVC, en fait, on a une requête HTTP entrante. C'est l'URL qui a été tapée par l'utilisateur ou qui a été invoquée pour la Web API. Et à partir de l'URL, MVC va permettre de déterminer la route. On a un moteur de routage qui dit, voilà, dans l'URL, je trouve en premier le nom du contrôleur, en second le nom de la vue, etc. et qui est reparamétrable si on le souhaite. À partir de là, on détermine quel contrôleur utiliser. Le contrôleur, il fait son travail d'aller récupérer les données dans la source de données, celle dont je parlais, un SQL Server, un MongoDB, une autre API. Et il va soit retourner les résultats directement, c'est ASP.NET Web API, soit retourner une vue pour produire du HTML. Et dans ce cas-là, on a une vue qui est invoquée, qui est retournée. Donc, modèle vue contrôleur. Le contrôleur, il est récupéré à partir de l'URL. À partir de l'URL, on détermine le contrôleur à utiliser. Et le contrôleur peut retourner une vue. Voilà pour le principe. Maintenant, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe en construisant réellement une application ASP.NET MVC Core. On a accès à Internet. Parce que ça va être nécessaire pour... Ouais, ça c'est pas cool. Peut-être un peu nécessaire pour Nuget. C'est un petit truc... Bon, pendant ce temps, je vais commencer mon application ASP.NET. Hop. Donc, je crée une nouvelle application. Hop. Et ce que je veux, c'est du .NET Core. Hop. Application web ASP.NET Core. On va l'appeler Web App TFT. Et nous, on veut créer une application ASP.NET MVC. Hop, on pourrait cocher la case prendre en charge le Docker, c'est juste qu'il va nous créer le Dockerfile et le Docker Compose.yaml initiaux. Sinon, on peut très bien le faire nous après. Une application ASP.NET Core, ça tourne sur toutes les plateformes que j'ai listées et notamment Docker. Donc rien de spécifique, je ne vais pas cocher cette case parce que j'aime la simplicité. Mais encore une fois, je suis embêté par le manque d'accès à Internet. Ceci dit, dans le pire des cas... Ah oui, mais en fait, on est connecté à rien. Ah oui, ce serait quand même mieux de s'y connecter. Ouais, sauf que...
Ouais, mais alors c'est pas celui-là, c'est pas le public. Attendez, je vais me connecter au public. Ah pardon, celui-là? Oui. Excusez-moi alors. En fait, ouais. Allez. Ok, je l'ai mis en minuscule. Hein. Connecting, ouais. Avec un peu de chance, il s'est déjà connecté à celui-là. Je suis pas sûr du mot de passe. Sinon, je me connecte à l'autre. Secured. Oh oui, ça sent bon, ça. Non? Ah. Si? Internet Access. Mais si. Voilà. Oh là là. C'est dur de bosser sans Internet aujourd'hui. Donc, moi, je veux créer... j'ai mon nouveau projet. OK, tout est là. Ça y est, je suis revenu chez moi. Je vais faire un petit build parce que là, il vient vérifier qu'il arrive à se connecter à NuGet et tout ça. Et donc, on va commencer directement. Donc, comme je vous ai dit, il y a une URL qui va rentrer. Quelqu'un va arriver sur ma page. Une URL qui rentre, on veut la gérer. Je peux déjà lancer ce site aussi, tant qu'à faire. Donc, on a déjà une structure de base avec un home controller qui va prendre l'URL par défaut qui arrive et nous construire une petite page. Hop. Ils utilisent le framework Bootstrap pour avoir un truc un peu responsif derrière, hein, par défaut. Donc quand j'exécute, il y a le serveur ASP.NET Core qui est lancé, dans un 2IS Express, mais ça c'est tout à fait optionnel. Il y a toute l'infrastructure pour gérer des requêtes HTTP directement dans ASP.NET Core. Voilà, donc le site est prêt. Moi ce que j'aimerais, c'est pouvoir gérer les sessions du DevDay. Donc je vais rajouter un Session Controller. Hop, hop. Oui, tant qu'à faire, je vais lui dire, je veux rajouter un contrôleur. Et pourquoi il ne veut pas rajouter un contrôleur? Merci. Excusez-moi, je suis un petit peu déboussolé. C'est dur de gérer l'imprévu. Session Controller. Hop. Donc l'idée c'est que quelqu'un va arriver sur ma page et il va cliquer sur un bouton session. Service index. Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Alors s'il faut que j'écrive à la main le contrôleur et puis même générer les vues à la main, ça va être un peu embêtant. Le contrôleur ça va, je peux faire même un copier-coller de l'autre, mais alors générer des vues à la main, non. Je vous avais prévenu, c'est pas ma machine. Donc il n'arrive pas à installer le package d'échafaudage. Je ne sais pas pourquoi il va taper là-dessus. Ah mais oui, il a dû changer son truc, sa source NuGet, c'est ça? C'est où le NuGet? Voilà, NuGet Package Manager. Package source. Je ne sais pas s'il faut décocher ça. J'ai un peu de mal avec le côté NuGet. Oui, je suis connecté à Internet. Ouais, c'est mieux. C'est pour me tester en fait, hein, qu'il fait ça. J'ai dit quelque chose de méchant l'année dernière, Adrien? Peut-être sur Facebook, j'ai mis un truc... C'est gentil. Alors là, c'est pas grave, ça prend du temps, c'est mieux que d'avoir un message d'erreur. C'est pour ça que j'ai des super blagues d'ailleurs, et comme vous les adorez. Vous savez quel est le moyen de contraception utilisé par les étudiants en informatique? Leur personnalité. Bon, alors, donc je voulais un session controller, moi, donc plutôt que de le renommer, hein, on sait que le renommer, c'est jamais une bonne idée dans Visual Studio. Donc, hop, session controller, c'est reparti. Non, mais s'il retraîne, je vais être obligé de refaire une blague ensuite.
Ok, donc il y a des... Alors, donc on va recevoir... Là, je vais arriver sur la vue index par défaut, donc j'aimerais bien retourner une liste de sessions. Donc allons-y, hop, sessions, égale, et on va se récupérer une liste de sessions. Alors, c'est un clavier... Rien ne m'est épargné aujourd'hui. Voilà, je veux récupérer une liste de sessions. Bref, il faut encore créer une classe session, donc allons-y, je vais dans les modèles. Donc modèle, vue, contrôleur, les modèles, c'est simplement les classes objets que vous allez utiliser. Ok, ça va les classes métiers concrètement. Donc je veux créer une classe qui va s'appeler session, qui va représenter une session. Et dans une session, il y a quoi? Il y a un titre. Hop, il y a un speaker. Et il y a une date et heure de démarrage. Puis il y a plein d'autres trucs, mais on ne va pas y passer la nuit. Hop. Et donc, j'aimerais dire que je récupère une liste de sessions, donc un i énumérable de sessions, ce serait bien. Ouais, on a les mêmes raccourcis clavier. Hop, et maintenant, il faut récupérer cette liste de sessions. Donc, on peut y aller, faire un new list de sessions. Hop. Hop, et ensuite se faire une petite boucle, sans générer une dizaine. Hop. Je devrais avoir la méthode add, normalement. Ah oui, bah oui. Alors, présente plus pour pas faire mon malin. Voilà. New session. Hop. Les accolades. Alors, hop. Presque au même endroit. Donc c'est la différence, je découvre le clavier wallon, belge, français, par rapport au clavier français qui déjà est tordu. Non, en tout cas, ils nous ont aussi mal placé les accolades. On sent que c'est des gens qui détestent les développeurs, ceux qui ont conçu ces claviers-là. Hop. Donc le titre égale, hop, lui aussi il est placé ailleurs, une super session. Voilà. Hop, le speaker égale, hop, Toto. Et on va rajouter un numéro d'index. Et juste pour frimer, j'utilise les dernières fonctionnalités du langage. Mais là aussi, mes accolades, il va falloir que je m'y habitue. Non. Alors, il ne faut pas mélanger JavaScript et C#. Ça se ressemble beaucoup, mais voilà. Et le début. Alors, j'ai dû rater quelque chose dans ma déclaration de session. Voilà, je voulais l'appeler start, en fait, ce truc. Ah oui. Alors on va dire que ça commence aujourd'hui et on va rajouter des heures. On va dire que la première session elle est à 9 heures plus i. Voilà. Bref, je me suis construit une dizaine de sessions et donc une fois que j'ai mes sessions, je veux les afficher à l'utilisateur. Modèle vue contrôleur, en fait, notre contrôleur va retourner une vue. Et c'est ce qu'il fait ici, retourne la vue. Et cette vue, on va lui transmettre la liste des sessions, tout simplement. Le modèle de la vue. Ok, super. Session. Voilà. Et c'est presque fini, il me manque plus que la vue. Donc il faut créer une vue qui va afficher une liste de sessions, parce que si j'exécute ça tel quel, il va me dire je ne trouve pas la vue. Et en fait, il y a une convention pour trouver les vues. Une vue, par défaut, elle se trouve dans le répertoire du nom du contrôleur, session, et elle a le nom, ici, de l'action, index. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé ça. Les contrôleurs, je vous dis, ça prend la requête URL. Un contrôleur, c'est une classe en ASP.NET MVC, d'accord? Donc, contrôleur égale classe, c'est simple. Et le contrôleur, au sein du contrôleur, on exécute une action d'après l'URL. Action égale méthode. Donc voilà, vous avez compris ça, vous avez grosso modo compris ASP.NET MVC. Donc maintenant, j'ai besoin de créer la vue. Et en fait, Visual Studio peut me générer la vue. Il me suffit de faire un petit clic bouton droit sur index, de lui dire ajoute-moi la vue. Hop. Oui, on a BinTSense qui reste. Et on peut lui dire, si tu veux, s'il te plaît, j'aimerais que tu me crées une vue qui est capable d'afficher une liste de sessions. Je lui donne ma classe session. Hop, il me génère la vue automatiquement. C'est pas horrible à écrire une vue, mais bon, si on peut gagner ce temps-là, ce sera toujours ça de fait, et puis ça nous permet de partir sur quelque chose qui est déjà prêt. Comme il dit, scaffolding, c'est-à-dire échafaudage. Il est en train d'échafauder notre projet. Donc là aussi, ça prend un peu de temps. Un bon développeur, c'est celui qui regarde dans les deux sens avant de traverser une rue à sens unique. C'est vrai.
Donc voici ma vue. Grosso modo, une vue, c'est du HTML. On retourne du HTML à l'utilisateur. Et donc là, on va trouver du HTML. Table, classe égale table. Classe égale table, ça vient de Bootstrap. Et puis, il y a un tr, td. Et il y a un moment, on va vouloir répéter autant de lignes qu'il y a de sessions. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'écrire des boucles. Mais la boucle, on ne va pas la faire côté client. Si on la fait côté client, on est en train de faire justement, d'utiliser un framework front-end. Et ce serait le rôle de Angular ou React. Là, je veux vraiment générer une pure page HTML pour que ça marche sur tous les navigateurs. Et donc, la boucle, on la fait côté serveur. Et pour ça, on utilise un langage qui s'appelle Razor. Razor, ça consiste à mettre des arrobases dans notre code HTML, ce qui nous permet d'utiliser du code C#. C'est un langage extrêmement léger parce qu'en gros, il peut détecter tout seul la fin des instructions. On mélange, contrairement à la syntaxe ASPX qu'on utilisait dans ASP.NET Webform, qu'on peut aussi utiliser en MVC en .NET natif, il n'y a pas besoin de mettre de balise de fin, il les détecte tout seul. Là, il se rend compte que ce truc-là se finit après la parenthèse et donc après, c'est la fin du TD. Bref, tout ce qui contient pas tout ce qui n'est pas préfixé de arrobase sort tel quel dans le HTML. Et si j'exécute tout ça, hop, normalement ça devrait marcher. Alors oui, il va juste me manquer un petit lien. J'aimerais bien mettre un lien vers ce contrôleur sur la page d'accueil. On pourrait taper l'URL directement. Hop. Mais je veux juste rajouter un lien. Vous savez, dans la barre qui est tout en haut, la barre qui est tout en haut, elle est générée ici, dans un layout partagé. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste pour que ce soit sympa. Et là, il a les 3 boutons qu'on trouve par défaut, enfin les 3 liens qu'on trouve par défaut. Et je vais rajouter un lien vers le contrôleur session. Ah! Ok, alors j'ai ouvert, merci, vous avez bien fait de crier, j'ai ouvert dans le répertoire View Shared Layout, et donc là on trouve des liens qui sont générés avec une syntaxe un petit peu spéciale. Ça, c'est la possibilité de modifier des tags à la volée dans ASP.NET Core MVC. Donc on lui dit, tu me fais un lien session, et tu iras le pointer vers le contrôleur session, enfin la bonne URL du contrôleur session. L'URL qui va bien, c'est en gros le nom de votre serveur, localhost pour moi, /session, /index. Index étant sous-entendu par défaut, / rien du tout. Donc là, on arrive sur le contrôleur home, qui nous raffichera la même chose que tout à l'heure. Voilà, et notamment, il m'a rajouté un lien session. Si vous regardez, ça va bien sur /session, ce que je lui ai demandé. Et quand je clique, normalement, je devrais obtenir ma liste. Voilà, ma liste de sessions qui a bien été générée. Jusque-là, tout va bien. Ok, alors, le problème de cette application, c'est que j'ai codé un petit peu comme quelqu'un de pas très propre. Parce que j'ai résolu mon problème, j'ai répondu à ma spécification, mais c'est complètement non maintenable, le code que j'ai écrit, et non réutilisable. Tout mon code est intégré directement dans le contrôleur. Alors on pourrait venir le tester en testant le contrôleur, mais tester le contrôleur, c'est tester la vue qui retourne, c'est pas tester la logique interne, sinon ça devient plus compliqué. Écrire des tests, c'est beaucoup plus simple quand c'est des tests unitaires et pas des tests d'intégration, donc autant tester des fonctionnalités simples. Il y a un autre problème énorme qu'on est en train d'avoir ici, c'est le new. New, c'est super, c'est le premier truc qu'on apprend à faire quand on programme dans un langage objet. Mais après des années de programmation, on se rend compte que c'est très embêtant parce que quand on écrit new dans du code, on est en train de choisir quelle est la classe qui va être instanciée pour créer notre objet. Et donc, ça crée des dépendances dans le code. Là, notre code est dépendant de liste de sessions. Le jour où on passe à observable collection, par exemple, ou à n'importe quoi d'autre, ça va impacter énormément de monde dans l'application et tous ceux qui ont fait des new de ce truc-là vont devoir être changés et tout le code qui va avec. Donc, pour ne pas avoir cette problématique de maintenance à terme et de dépendance à terme, le mieux est que quelqu'un d'autre fasse le new pour nous. C'est ça qu'on appelle un injecteur de dépendance. Liste de sessions, c'est une dépendance. Et bien, au lieu de la créer nous-mêmes, on va se la faire injecter. Et deuxième chose, au lieu de travailler avec liste de sessions, ce serait beaucoup plus intelligent de travailler avec un truc qui est le strict minimum dont on a besoin là-dedans, qui est par exemple d'ajouter des sessions. Ou ici, d'avoir une liste de sessions énumérable, donc énumérable de sessions. Donc je vais passer par des interfaces, histoire de découpler l'implémentation de son utilisation et de pouvoir avoir plusieurs implémentations différentes, et par l'injection de dépendances pour éviter de créer moi-même les dépendances que je vais devoir traîner après. ASP.NET Core vous gère de base l'injection de dépendance. Il a un injecteur de dépendance intégré qui se configure très simplement, vous allez le voir, et vous pouvez le remplacer par d'autres injecteurs de dépendance qui vous plairaient plus. Je vois que mon micro est un peu bas. Vous m'entendez quand même ? Ça va ? Ouais.
Donc, je veux rendre mon code plus propre, et donc ce que je vais aller faire, c'est déjà utiliser une interface. Donc, en fait, ce truc-là qui va me retourner la liste des sessions, c'est un service dans mon application. Je pourrais aller le mettre dans une bibliothèque séparée, mais pour commencer, puis même ici, pour faire simple, je vais simplement le mettre dans un répertoire qui s'appelle service. Ou alors F2 n'est pas la touche de renommage. Oui, même problème, d'accord, merci. Je suis en train de débugger. C'est fou tout ce qu'on peut faire en mode debug. Hop, hop, hop. Et donc, je vais me créer une interface, hop, qui va être mon iDataFactory. Il me permet de récupérer des données. Les services, normalement, doivent être les plus petits possibles. Hop. Et donc, ce qu'a besoin de faire cette iDataFactory, c'est de retourner un énumérable de session. Hop, get all sessions. Voilà. Hop, faudra que quelqu'un le code. Et concrètement, j'en ferai une implémentation de ce iDataFactory. Et cette implémentation, ça va être une classe. Hop. Et concrètement, ce sera une qui tapera dans un SQL Server, un MongoDB, une autre API. Mais là, je vais en faire un in-memory qui me permettra de coder simplement sans avoir un serveur de base de données derrière. Et je l'utiliserai aussi dans mes tests automatisés, histoire de ne pas avoir une vraie base de données. Autrement dit, ce sera le bouchon dans mes tests unitaires automatisés. Mais j'en suis pas encore là. In-memory data access. Voilà. Donc cette classe in-memory data access, je dis qu'elle implémente iDataFactory. Et je peux même lui demander de me faire le boulot ici. Hop, à Visual Studio. Enfin, presque tout le boulot, il n'a pas tout fait non plus. Je reviens dans mon contrôleur. J'espère ne pas vous avoir perdu. Donc, tout le but, c'est d'enlever ce code dans le contrôleur, ici. Hop. Et de venir le mettre dans mon implémentation réelle, dans mon service, ici, in-memory data access, en disant, hop. Voilà, en interne, il utilise une liste. Et il retourne cette liste. Voilà. Vous le codez comme vous voulez, ce truc, peu importe. On retourne un énumérable de session, c'est tout ce qui compte. Et maintenant, il me faut récupérer ce in-memory data access. Mais on a dit, on ne va pas faire new in-memory data access. Parce que si je fais ça, je suis en train de me créer une dépendance, je suis en train de dire moi-même, cette action de contrôleur utilise in-memory data access. Donc le jour où je veux le passer sur une base de données en prod, ou je veux le passer sur un Redis quand je monte réellement en charge sur une méga prod parce que ma startup est devenue une très grosse entreprise, eh ben, je serai embêté. Donc surtout pas de new, je vais dire, j'ai besoin d'un iDataFactory, mais ce n'est pas moi qui vais le créer. Donc comment on peut faire ça? Il y a deux manières de faire. La première, c'est de la demander en paramètre de votre méthode. Vous dites, je veux un iDataFactory. Hop, hop, data access. Et vous pouvez l'utiliser. Var, pas de point virgule ici. Égal, je demande au data access de me récupérer les sessions. C'est cool, je ne l'ai pas instancié moi-même, d'accord? Alors, pour que ça marche, il faut simplement lui donner un petit truc qui est de lui dire, ah, au fait, ça viendra des services. Donc, ici, hop, rajouter un attribut from services. Parce que par défaut, il va venir chercher dans la requête HTTP entrante et pas dans les services de l'injecteur de dépendance. Ça marche. Mais on le fait très rarement parce que souvent, ce data access, on va l'utiliser dans plusieurs actions du contrôleur. Donc, ce serait bien de l'avoir dans toutes les actions du contrôleur. Donc, en fait, ce qu'on fait généralement quand on fait de l'injection de dépendance, c'est de demander ça dans le constructeur de notre classe. Donc, le constructeur de session controller, je suis un peu ralenti par la syntaxe, peut demander ce iDataFactory. Hop, donc deuxième option pour le demander. Et là, quand je fais ça, je n'ai pas besoin de dire qu'il vient des services. L'injecteur des dépendances, quand il construit une classe, il regarde quelles sont les dépendances du constructeur et il les injecte automatiquement dedans. Mais ça donne juste du code un petit peu plus laborieux parce que C# n'a pas de raccourci pour ça. On est obligé de dire, faudra stocker ce truc quelque part. Donc, je le déclare en tant que variable locale à ma classe, variable privée. Et j'écris ici this.dataAccess égale data access. Voilà pourquoi on écrit ce genre de code. Mais donc vous comprenez la logique. Je veux me faire injecter. J'ai besoin d'un data access qui est un iDataFactory. Je le demande et on me le donnera. Génial. On exécute.
J'exécute. Alors, c'est terrible parce qu'à cause du petit décalage de l'heure de début, on est en train d'empiéter sur la session intéressante d'après, qui est en gros combiner ça avec Angular pour faire une application full stack, mais c'est juste la partie Angular qu'il vous faudrait. Ceci dit, après, il y a une session dans l'après-midi sur React. Donc React est complètement équivalent à Angular de ce point de vue-là, ça vous donnera la même chose. Donc si je vais voir ma page session, j'ai une erreur, et là ça m'intéresse, parce qu'il me dit « Oh, j'arrive pas à trouver le service eData Factory. T'en as demandé un dans session contrôleur, mais je te le trouve pas. » Bah oui, on en demande un, mais on n'a pas paramétré l'injecteur de dépendance. On a dit « J'ai besoin d'un eData Factory, mais comment ASP.NET Core peut-il savoir que l'implémentation du eData Factory à utiliser, c'est In-Memory Data Access, et comment peut-il savoir comment il doit l'instancier? Parce qu'il y a plusieurs modes d'instanciation. Est-ce qu'on en instancie un nouveau à chaque fois qu'on arrive dans l'action, ou est-ce qu'on en instancie un la première fois et qu'on le repartage entre les différentes demandes de eData Factory? Ou alors, est-ce qu'on a une autre règle de gestion de ce truc-là? Donc, ça se paramètre ici, dans le startup, et l'injection de dépendance se paramètre ici. Voilà. Donc, dans startup, on a le configure services, et c'est ici qu'on injecte, qu'on définit nos services qui seront utilisés. Ils ne seront pas instanciés à ce moment-là, on est juste en train de paramétrer l'injecteur de dépendance. Et donc, notamment, je peux lui dire add singleton, et je lui dis, quand tu auras besoin d'un eData Factory, il me manque juste le namespace, perdu, eData Access. Mais je suis passé en clavier anglais en plus. Point eData Factory, voilà. Mais eh bien, tu instancieras concrètement services.inMemory Data Access. Oui, je l'ai dit. Mais je l'ai dit ici à un endroit tout à fait centralisé de l'application qui pourra se modifier. C'est-à-dire tous les gens qui utilisent un eData Factory recevront un in-memory data access qui sera un singleton, c'est-à-dire qui sera instancié une seule fois et partagé entre eux. Mais je peux demander add transient qui veut dire tu me l'instancies à chaque fois. Ou je peux reparamétrer en disant bah, au lieu d'utiliser le in-memory data access, tu utiliseras le SQL data access par exemple. Donc voilà comment quand je passerai en production, je changerai juste en une ligne toute l'utilisation de cette dépendance dans toute mon application. C'est quand même cool. Je vais juste enlever ça en faisant un using pour simplifier le code. Simple is beautiful. Voilà. Et là, par contre, ça devrait marcher. J'exécute de nouveau. Puisqu'il sait ASP.NET Core, l'injecteur de dépendance, où il doit chercher cette dépendance et comment, c'est un singleton, et ben, il va pouvoir la fournir à mon action. Voilà, je vais voir la liste des sessions. Et roulement de tambour, ça marche comme avant, sauf que maintenant on a quelque chose de plus complexe, certes, mais du coup de préparé pour le futur, et surtout d'une lisibilité exceptionnelle. Si vous allez voir notre contrôleur qui traite la requête entrante, il dit « Ah bah oui, moi je vais demander au eData Access de me récupérer toutes les sessions et je le passe à la vue. » Nickel. Alors, maintenant qu'on en est là, on va pouvoir préparer aussi, donc si vous allez voir une session Angular ou React, il y a un moment, ils vont vous dire « Ah, bah c'est cool, on est côté navigateur, on fait des trucs, mais maintenant on a besoin des données. » Et comment on récupère les données? Ben, on va appeler une API. Et ben, comment produire cette API? ASP.NET Core sait le faire, c'est ce qui s'appelle Web API. Pas compliqué, il suffit de rajouter un contrôleur qui est simplifié. Le contrôleur ici, il hérite de contrôleur super bien, mais surtout il retourne des eActionResult, qui veut dire concrètement, je vais retourner un résultat HTTP quelconque, ça peut être une image, ça peut être du HTML, ça peut être une redirection vers une autre page. Dans la Web API, on va juste retourner la donnée telle qu'elle et elle sera automatiquement transformée en JSON pour un client qui comprend du JSON ou en XML pour un client qui comprend du XML ou en autre chose si vous mettez votre propre encodage. Donc je vais rajouter un autre contrôleur. Hop. Et on peut lui dire, voilà un contrôleur d'API vide, mais vous allez voir, c'est encore une fois contrôleur égale classe. Je vais l'appeler Session API, c'est-à-dire que là, je suis en train de créer un service web. Mais avec le même principe, c'est juste que je ne vais pas retourner de vue. Attention, si vous avez échappé à la blague. Donc, c'est une simple classe, il faut recréer la méthode, le machin, le bidule, aucun problème. Simplement, j'aime pas faire les choses 3 fois, donc
ce truc-là, hop, je le récupère. Vous vous souvenez, simplement le constructeur qui se fait injecter la dépendance, histoire de ne pas retaper ça. Et le constructeur, je l'appelle comme ça. Ça veut dire que maintenant, dans mon contrôleur d'API, je récupère bien les requêtes entrantes et surtout, j'ai eu data access. Donc maintenant, on va exposer un truc qui retourne la liste des sessions, mais en tant qu'API. Get all, par exemple. Et donc, ça ne va pas être compliqué. Hein. Grâce à cette fameuse injection de dépendance, tout ce que j'ai à faire, c'est lui demander de me retourner la liste des sessions. Voilà, j'ai terminé mon API. Et si vous regardez, alors les API suivent exactement les mêmes règles de routage que le reste d'ASP.NET MVC, qui, entre nous soit dit, est configuré explicitement dans le startup. Là, vous voyez un truc traîner ici dans le use MVC où il nous a explicité la route en disant quand une URL arrive, je considère que la première partie de l'URL, c'est le nom du contrôleur, que si elle n'est pas là, ce sera le contrôleur home, que la deuxième partie après le slash, ce sera le nom de l'action, que si elle n'est pas là, ce sera index et qu'on peut même rajouter éventuellement un ID. Mais ça, vous le paramétrez comme vous voulez, c'est vos règles de routage. Donc, getAll, je retourne mes sessions et c'est terminé. Et donc, j'ai les règles par défaut de routage, mais en fait, elles ont été redéfinies ici en disant, voilà, c'est la route qui sera utilisée pour répondre à ça, c'est API/session API. Autre chose, il dit on retournera du JSON. Si vous ne mettez pas ça, il s'adaptera au client. Donc, si le client dit, moi, je veux du JSON, il lui retourne du JSON. S'il dit, je veux du XML, il lui retourne du XML. Mais là, on retournera toujours du JSON. Donc si je viens invoquer mon application, mais que là, je tape l'URL de mon API, /API/session API, je récupère du JSON qui sera donc exploitable par n'importe quoi d'autre, notamment une application donc full stack pour le coup, en rajoutant un framework comme Angular ou React côté client. Je peux invoquer ça côté client en JavaScript et l'afficher parce que le JSON, c'est natif pour JavaScript. Donc j'ai fait ma web API, c'était plutôt très simple. Et alors, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est gérer le scénario d'ajout, qu'on puisse ajouter une session. Mais là, je commence à écrire du code compliqué, ajouter dans une liste, etc. Et c'est typiquement là que je peux commencer à me planter. Et donc, c'est le bon moment pour commencer à créer des tests unitaires. Même avant, ça aurait été bien de créer un test unitaire qui vérifie qu'on récupère bien une liste de sessions, parce que dans les 36 erreurs que je peux avoir, c'est déjà sympa de savoir que ma couche in-memory data access fonctionne. Rassurez-vous, créer des tests unitaires automatisés, c'est extrêmement simple. Et ASP.NET MVC est un peu fait pour ça. On rajoute un nouveau projet. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de livrer nos tests avec le projet final. Donc on les met dans un projet à part. On dit que c'est un projet de test unitaire. Idéalement, on l'appelle comme le projet principal suivi de tests. Mais là, pour gagner du temps, je garde le nom par défaut. Et les tests, c'est rien que des simples méthodes, là aussi, comme les actions d'un contrôleur. Donc, c'est des méthodes qui sont placées dans une... Alors, je pense qu'il faut que je build pour qu'il arrête de pleurer. C'est des méthodes qui sont placées placées dans des classes. Et les méthodes ont un attribut test méthode. Les classes ont elles-mêmes un attribut test class. On est en gros en train de faire une restauration de package nugget. Et ça devrait bien se passer. Voilà. Donc là, juste histoire de nommer ça correctement, c'est le in-memory. Je veux tester. Hop, donc je veux tester le in-memory data access. Je vais juste copier son nom. Et donc mon test, je vais l'appeler pareil, suivi de test. C'est pas obligatoire, mais ça permet de s'y retrouver après. Hop. Oui, je veux bien que tu renommes la classe. Et donc je veux tester le get session. Has values, get session count, test, voilà. Et donc j'écris mon test, mais mon test finalement c'est à peu près le même code qu'on avait déjà dans l'application. Donc je vais récupérer un data access égale, et là on pourrait utiliser l'injecteur de dépendance, ce serait même très malin pour la maintenance à terme de ces tests, mais histoire de faire simple, je vais l'instancier directement. Test unitaire égale je teste un composant, donc l'instancier lui-même, c'est pas trop problématique dans un premier temps. Encore faut-il pour pouvoir l'instancier référencer notre bon projet. Donc là, je vais rajouter une référence de mon projet de test vers le projet de l'application web. Il y a quelque chose qui ne lui va pas. Je recompile. Pardon? Dans le type... Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ouais, non.
Oui, alors j'ai vu ça récemment et j'ai aucune idée d'où elle sort. Ça marche quand même. On a des petits warnings là-haut qui apparaissent. Depuis mon passage à .NET Core 2, j'ai ça. Bon. Mais ça ne devrait pas empêcher de bosser. Donc c'est dans le namespace web application.services.inmemory data access. Voilà. Pareil, si on peut faire un petit using, ce sera bien. Voilà. Et donc moi, je vais l'appeler getAllSession. Je vais récupérer le count. Alors si je veux récupérer le count, il faut utiliser LinkQ. Voilà. Et un test, donc c'est invoquer un code que de toute façon on invoquerait dans notre contrôleur ou autre et vérifier quelque chose. Et pour vérifier, on écrit assert point et des are equal, des is true. Là, je vais vérifier qu'il y en a bien 10 qui sont retournés. Des sessions count. Voilà. Et les tests, en fait, ils apparaissent dans une fenêtre qu'on a par défaut dès le début. View, tuc, tuc, tuc. Ok, alors moi elle est toujours ouverte, hein, donc... Non, mais, ouais. Merci, merci. Tata, Test Explorer, voilà. Et sur ce Test Explorer, on a même un petit bouton Run All ou raccourci CTRL-RA qui compile votre application, qui lance tous les tests et qui vous laisse bosser une fois que c'est compilé. Vous pouvez continuer à coder le reste de l'application. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de coder l'ajout notamment. Donc, je peux déjà, pendant qu'il fait son test, aller dans mon service et rajouter l'ajout. Mais bon, ça y est, il a passé le test, tout est correct, pas d'erreur. OK ? Donc moi, je veux rajouter de l'ajout. Et du coup, on va carrément passer dans un mode luxueux, qui est de dire, bah, quitte à faire des tests, autant commencer par écrire les tests, parce que les tests vont devenir ma to-do list. Soit les trucs qui fonctionnaient plus, les régressions, soit les trucs que j'ai encore à faire. Et donc, je vais me créer un autre test, qui va être de vérifier que l'ajout incrémente bien le nombre de sessions. Add session, increments count. Voilà. Donc, dans mon test, je vais prendre l'in-memory data access, je fais ça. Ensuite, j'ajoute sur mon data access, je vais appeler la méthode add, qui n'existe pas encore, mais c'est pas grave, j'ai le droit de désirer des choses en test-driven development. Donc, je lui demande de créer une new session, mais alors pour la new session, il faut l'espace de nommage qui va bien. Voilà. Donc, je rajoute une nouvelle session. Hop. On ne va pas lui mettre... de propriété. Je récupère le session count et on va vérifier que c'est ça plus 1. Session count after. Voilà. Et on va vérifier que le session count after, le session count, ce qu'on attend, c'est session count plus 1. Voilà. Je veux que le session count after soit le session count que j'avais plus 1. Alors, il me crie dessus en me disant « add n'existe pas », mais bon, Visual Studio, il est sympa, dans son petit smart tag, on peut lui dire « ok, tu me crées l'action. » Hop. C'est bien celle-là, voilà. Vas-y, va la faire. Ah. Ok, donc il a créé l'action, je peux lancer mes tests automatisés. À partir du moment où j'ai mes tests automatisés, je peux être en mode je réfléchis plus trop. Parce que si c'est vert, je peux passer à autre chose. Si c'est rouge, c'est que j'ai encore du boulot à faire. Voilà, c'est rouge. Et l'avantage du test automatisé, c'est qu'il me dit exactement là où ça posait problème. L'autre intérêt, c'est que je peux relancer mon application, mettre un point d'arrêt, arriver directement au bon endroit sans passer par l'interface utilisateur. Et donc là, il me dit, voilà, tu n'as pas fait ton boulot. Hop. Mais concrètement, ça va être très simple. Enfin, ça va être très simple. Il faut factoriser la liste de sessions. Hop. Voilà. Et donc, on va l'ajouter sessions.add. Et oui, c'est énumérable. Oui, non, c'est plutôt que cette syntaxe, elle ne marche pas ici. Voilà. Point. Bien sûr, votre code est plus compliqué, normalement, votre code métier. Hop. Hop. Et dernière petite chose, ce serait bien de l'exposer dans l'interface aussi, ce truc-là. Sinon, après, quand je voudrais l'utiliser, j'aurais quelques soucis. Dans mes tests, j'aurais dû passer par l'interface si j'avais été extrêmement propre. On teste ça, et on va gagner du temps. Ça ne fonctionne pas parce que j'ai eu la mauvaise idée de, dans mon appel à getAllSession, à chaque fois reconstruire une liste de sessions.
Donc normalement, ça ne devrait pas marcher parce qu'il a reconstruit 10. Mais bon, voilà, c'est le R equal qui n'a pas marché. Il en attendait 11, il en a eu 10. Donc concrètement, il faut que je me fasse un constructeur dans une memory data access. Mais voilà, mes tests automatisés sont là pour s'assurer que je bosse correctement. C'est pour ça que je vous dis, on peut éteindre le cerveau. En tout cas, on peut se concentrer sur autre chose. On peut même parler pendant qu'on le fait parce qu'on a des tests qui sont là à surveiller qu'on répond bien aux spécifications qu'on s'est données. Hop, je relance une dernière fois mes tests. Normalement, ils doivent passer en vert. Et pendant ce temps, je peux aller gérer l'ajout. Donc, dernière chose que je vais faire dans mon application, je vais gérer l'ajout, c'est-à-dire j'ai un bouton ajout là en bas qui va invoquer une méthode create, une action create, on va la coder. Donc, une action, c'est un truc qui est eActionResult. Remarquez qu'en parallèle, mes tests sont verts. Donc, je sais que mon composant d'ajout gère bien l'ajout correctement. Donc, public eActionResult create. Hop. Je vais finir par savoir où elles sont ces accolades. Voilà, qui va faire un return view. Ça va me retourner la vue qui permet de créer une nouvelle session. Pareil, la vue, j'ai pas envie de la créer moi-même, donc je demande à Visual Studio de me le faire en lui disant tu me crées une vue de création, hop, en utilisant la classe session. Encore une fois, ça donne un démarrage qu'on peut modifier après, mais c'est vraiment pratique cet outillage. Ah non, il ne va pas encore nous faire une blague pourrie. Non. Voilà, donc j'ai ma page de création, super. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle crée un formulaire HTML avec des inputs type égale quelque chose pour mes éléments. En fait, si vous regardez, c'est pas input type égale texte. Dans ASP.NET Core, pour ceux qui avaient fait de l'ASP.NET MVC dans du .NET traditionnel, on n'avait pas ça. Mais là, en gros, on a des tags qui sont gérés côté serveur et qui vont prendre le type réel. Là, on lui dit c'est ASP4 titre, c'est interprété côté serveur. Il regarde la propriété titre, il voit que c'est une string et donc il va générer un input type égale texte. Pour la date, par exemple, il va générer un input type égale date ou datetime, je ne sais plus, vu qu'il va détecter que c'est un datetime. Bref, un peu de magie qui est faite par ASP.NET Core pour tous ces attributs qui sont préfixés par ASP-quelque chose. Et vous pouvez créer vos propres attributs, ça s'appelle les tag helpers en ASP.NET Core. Toujours est-il que normalement j'atteins mon objectif, qui est que quand je suis sur ma page session, là on avait la vue responsive, que je clique sur Create New, j'arrive bien sur la vue de création d'une session. Je peux remplir mon truc, hop, donc c'est bien un input type égale date, là il me permet de sélectionner, hop, 2017, hop, 10h23, et cliquer sur Créer, mais c'est là que ça n'a pas rajouté concrètement, parce qu'en fait, elle n'est pas là, ma session, parce qu'en fait, si on regarde ce qui s'est passé, quand j'ai cliqué sur Créer, il a posté le formulaire, il l'a posté sur la même action, et l'action, elle ne fait rien, elle ne fait pas l'ajout. En fait, quand on est simplement sur afficher des données ou afficher le formulaire de création, il suffit d'une action, celle-là, la create. Mais quand en plus vous avez un envoi de données via un formulaire, il faut une deuxième action parce que c'est une deuxième requête HTTP. Donc dans la création, on a deux requêtes HTTP. Une qui vient demander le formulaire de création, c'est celle-là, c'est pour ça qu'on retourne la vue, mais il y en a une deuxième qui arrive avec les données. Et là, il faut prendre les données, les ajouter à la liste, et soit redonner le formulaire vierge, bof, soit rediriger l'utilisateur vers la liste des sessions. C'est ce que je vais faire. Je vais donc créer une deuxième action qui va gérer le poste de formulaire. Public, ActionResult. Elle s'appelle aussi Create, puisqu'elle récupère aussi... enfin, le formulaire, on ne lui a pas donné de nouvelle URL. Et elle, par exemple... Par contre, elle va faire de l'ajout. Donc, elle va prendre le data access et elle va ajouter une session. Mais comment je récupère les données qui sont postées dans le formulaire HTTP? C'est là qu'ASP.NET Core MVC est super sympa. Il suffit de le demander gentiment en disant tu prends tout ce qui est dans le formulaire HTTP qui a été posté et tu me le passes dans un objet que tu construis qui s'appelle session, que je n'ai plus qu'à transmettre là, new session. Fait beaucoup de boulot, ce serait bien de valider que les données sont correctes, je passe là-dessus. Juste une dernière chose, pour savoir que cette requête, on y arrive en HTTP POST et pas en HTTP GET, il faut le dire simplement ici. Notez que si vous ne voulez pas vous souvenir de tout ça, quand vous faites ajouter un nouveau contrôleur... Les sessions vont être décalées d'un quart d'heure. Ah oui, super. Donc les sessions sont décalées d'un quart d'heure. Je pense que tout le monde a eu un petit problème de décalage. Donc vous n'êtes pas obligé de partir maintenant, vous avez droit à la fin, qui est bientôt terminée d'ailleurs.
Je finis l'ajout et puis je passe à ma conclusion. Merci Adrien. Donc là, quand vous choisissez MVC Controller, vous pouvez choisir with read write action. Il vous crée déjà toutes les actions create, etc. Et si vous prenez celui-là, with entity framework, il vous écrit même le code qui est capable d'invoquer du entity framework derrière. Pour peu que vous ayez déjà fait votre modèle entity framework, ce qui se fait en 3 minutes, et bien derrière, vous avez carrément le contrôleur qui est créé intégralement pour vous. Tip top. Donc voilà, create. Et là, je vais simplement dire, une fois qu'on a rajouté la session, au lieu de rester bêtement sur formulaire de création, donc de faire un return view, je vais plutôt lui faire un return redirect to action. Pour lui dire, tu vas rediriger vers l'action index, celle qui donne la liste des sessions. Index, c'est celle-là qui donne la liste des sessions. D'accord? Voilà, simple. J'exécute. On ne peut pas dire que le développement web, c'est compliqué. Ce qui le rend compliqué, c'est qu'on fait du full stack et qu'on mélange tout. On a l'impression que ce qu'on écrit, c'est côté client, alors que c'est côté serveur et inversement. Là, on est juste côté serveur. Une fois que vous avez des idées au clair, vous pouvez passer au côté client. Et du coup, vous avez le titre full stack développeur. Je clique sur session. Je vais créer ma nouvelle session. Celle-là, ça marche. Voilà, je la crée et roulement de tambour, oui, j'ai bien eu ma session qui a été ajoutée. Voilà, donc j'ai déjà mon application, mon API marche toujours, hein, si on fait /API, donc juste un petit doute, est-ce que quand je passe par l'API, j'ai bien ma nouvelle session? Oui, j'ai aussi ma nouvelle session. Normal, ça passe par le même composant data access que j'ai déclaré en tant que singleton via l'injection de dépendance. Et maintenant, pour passer en prod, je ne vais pas le faire, mais tout ce que j'ai à faire, c'est me créer un autre qui n'est pas une memory data access, qui serait SQL data access, et venir simplement dans mon startup dire, ici, dans le configure services, ah bah au fait, quand tu as besoin du eData Factory, en fait, il faut instancier un SQL, machin, data access, etc. Ça va? Oui, ça, juste une petite chose, on était avec du .NET Core 1, très récemment on a eu droit à .NET Core 2 qui est sorti, qui rajoute quelques petits trucs de simplification, des choses comme ça. Enfin, dans ASP.NET MVC, il n'y a pas eu un gros impact, ça rajoute quelques petits trucs de simplification, ça rajoute quand même la notion de Razor Pages, c'est-à-dire que si vous faites une application qui n'est pas trop complexe, au lieu de vous embêter à faire un contrôleur qui retourne une vue, qui prend les données et qui retourne la vue en lui passant les données, vous pouvez directement écrire la vue en HTML et dedans récupérer les données. C'est-à-dire mélanger présentation et code, ce qu'on évite de faire dans une grosse appli, mais pour une toute petite, ça peut être pratique parce que ça vous évite d'avoir le contrôleur et la vue. Vous avez juste une vue et ça s'appelle Razor Pages. L'autre truc qui a été rajouté très très récemment, c'est que aujourd'hui, encore une fois, la mode, ça devient de faire des microservices, c'est-à-dire que c'est tellement simple de faire des applications web et des API que finalement, une application qu'on architecturait avant en différents composants, on peut se permettre de faire en sorte que chaque composant soit une API séparée et que les API s'appellent entre elles. Attention, ça rajoute beaucoup de complexité. Mais ça va permettre de la monter en charge énorme parce que vous pouvez dire, tiens, ce composant qui est vraiment le point noir de mon application, je vais le lancer dans 500 conteneurs répartis géographiquement et du coup, mon application, elle monte en charge sans problème. Et donc ça suppose que vous avez plein de micro-API qui tournent et gérer des déploiements de micro-API à la main, c'est très compliqué, sauf si on fait du DevOps. Qui dit DevOps dit Docker. En gros, je rajoute un fichier Dockerfile dans mon explorateur, dans mon projet. Je fais un build de Docker et un run Docker. Et après, avec Kubernetes ou des choses comme ça, je peux en déployer 500 sans aucun problème. Seul petit problème, c'est que l'image ASP.NET Core qui faisait tourner tout seul faisait environ 260 mégas. Donc pour un conteneur léger, c'est un peu gros pour mériter le titre microservice. Et donc, ils viennent de sortir une image Docker basée sur Linux Alpine, qui est un Linux extrêmement condensé où il n'y a pratiquement rien dedans. Et donc, on a une image qui fait une vingtaine, une trentaine de mégas. Donc, on est vraiment dans le monde du microservice. Vous utilisez cette techno pour faire des web API. Vous déployez ça dans un conteneur Docker Linux Alpine et vous avez vraiment du microservice. Alors, placement de produit, mais c'est mon propre produit. J'ai commencé à écrire des livres qui expliquent simplement le développement, qui partent du principe que vous avez un projet qui commence la semaine prochaine et que vous ne connaissez pas encore la technologie et qui vous la présente le plus simplement possible, en expliquant les tenants et les aboutissants, un peu comme j'ai fait dans cette session, et en vous donnant des exemples et en vous faisant faire des exercices qui sont corrigés dans le livre. Donc ces livres-là, c'est celui que j'ai distribué. Si ça vous intéresse, je serai
aux différentes pauses et notamment à celle de midi. J'aurai une petite table dans la salle d'accueil pour en vendre pour ceux que ça intéresse. Ils sont à 15 € le livre, donc c'est des petits livres et c'est pour ça qu'ils sont pas très chers. Le but, c'est que ça se lise très vite. Et notamment, un de ces livres, le dernier qui est sorti, il est justement sur ASP.NET Core MVC. Il existe en e-book, que vous pouvez trouver à cette adresse ou dans tous les grands magasins d'e-book, Amazon, Kobo, Google Play Books, etc. Et la version papier, encore une fois, je l'ai ici si vous êtes intéressé. À savoir aussi que dans les lots qu'on distribuera, Adrien l'avait déjà dit, il y aura quelques-uns de ces livres qui seront offerts. Vous avez les slides que j'ai publiés sur cette adresse et c'est l'occasion, si vous voulez, de poser quelques questions-réponses. Je ne sais pas si du coup on a quelques minutes avant la prochaine session. Non? Ok, donc courez à la session suivante. Donc, si vous voulez prolonger directement avec du full stack, il y a une session par Richard Clark, je crois, sur Angular. C'est ici? Oui. Ah bah voilà, sur AngularJS et Web API. Merci en tout cas de votre attention. Et désolé pour les problèmes. Merci à toi. Désolé pour l'inconvénient. C'est bien rattrapé. Si vous avez des questions, il y aura son petit bar à côté du bar. Et vous pouvez lui poser des questions. Du coup, c'est ta machine, j'ai rien à faire. Il va l'utiliser aussi, je suppose? Non, j'espère que non. À vrai dire, je ne pouvais pas te filer la machine. C'est après que j'ai réfléchi. C'est une version Visual Studio qui est en preview NDA. Ouais, ça s'est pas vu? Si, c'était lent à crever. Ah ouais, d'accord.